Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le Premier ministre Édouard Philippe. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL ce matin. D'abord, 350 000 € pour gagner 2 heures seulement sur son agenda. Est-ce que c'est comme ça que l'État montre l'exemple ? Non, je vois bien le sens de votre question et je reconnais que les sommes, dès qu'on parle des déplacements du Premier ministre ou du Président, sont toujours impressionnantes. Et moi, je me souviens quand j'ai été nommé à Matignon, j'ai été impressionné par les montants en jeu. De quoi s'agit-il ? Je devais me rendre en Nouvelle-Calédonie, j'y ai passé 4 jours et 3 nuits. 24 heures d'avion aller, 24 heures d'avion retour, 11 heures de décalage sur place. Non pas du tout pour un voyage d'agrément, mais pour un déplacement que l'ensemble des observateurs et des gens qui connaissent la Nouvelle-Calédonie savaient, un déplacement compliqué. Je suis parti en vol commercial pour aller jusqu'à Tokyo. Et puis ensuite, de Tokyo à Nouméa, j'ai utilisé un A340 de l'armée de l'air, qui n'est pas conçu pour des vols long courriers d'ailleurs, qui n'est pas utilisé pour des déplacements ministériels ou pour des vols long courriers. Mais je l'ai utilisé parce qu'il se trouve qu'en l'occurrence, c'était pratique et moins cher. Je l'ai réutilisé pour faire Nouméa à Tokyo. Et à Tokyo, on a utilisé un vol qui a été affrété, un vol privé. Alors, c'est pas moi tout seul. Madame Martichoux, on était un peu plus de 50 dans la délégation. Il y avait des ministres. Il y avait des conseillers, il y avait aussi un certain nombre d'officiers de sécurité qui assurent la protection du Premier ministre et des ministres qui étaient présents. C'est compliqué de déplacer le Premier ministre et c'est cher. Et je comprends parfaitement à la fois la surprise et peut-être même, évidemment même les interrogations. Mais c'était prévu dès le départ d'affréter ce vol privé à 350 000 €. Effectivement, ça revient à 6 000 € par personne. On l'a fait très tôt parce que on savait qu'il n'y avait pas de vol commercial à l'heure où on allait rentrer. Et on savait qu'il fallait rentrer pour un élément impératif, qui est que le président de la République, lui, partait le mercredi matin de notre retour. Je crois qu'il partait en Algérie ce jour-là. Et la règle, c'est que dans toute la mesure du possible, on essaie de faire en sorte que le Premier ministre ou le président de la République soit sur le territoire national, ce qui, compte tenu des circonstances de l'époque, est plutôt une bonne règle. Pour dire les choses, il était impossible de décaler le départ du président de 2 heures pour qu'effectivement ces 350 000 € ne soient pas dépensés. Il ne pouvait pas y avoir une organisation différente. Je comprends très bien qu'on puisse se poser la question. Vous savez la sensibilité des Français à ces questions-là. Mais bien sûr, et je l'assume complètement. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est un dérapage ? Je l'assume complètement, cette décision. Je l'assume tellement que je veux l'expliquer. Et si vous me laissez 2 minutes, je voudrais vous dire quelque chose qui va surprendre les Français, mais qui est vrai. Ce matin, vous m'avez invité pour venir sur RTL. Si vous aviez invité Édouard Philippe, je serais venu en métro, ça m'aurait coûté 1,90 € ou 2 € si j'étais venu en bus, ou éventuellement j'aurais pris le taxi et j'aurais payé mon taxi. Vous avez invité le Premier ministre, il se trouve que c'est moi, mais vous avez invité le Premier ministre. Et vous avez peut-être vu quand je suis arrivé devant les studios de RTL, que je suis arrivé avec 4 véhicules, avec des motards, avec plus de 15 personnes, avec un médecin, Madame Martichoux, qui me suit en permanence, et un transmetteur de l'armée qui me suit en permanence, parce que c'est le régime qui est donné au Premier ministre d'être systématiquement en mesure de réagir et d'avoir... Ça coûte redoutablement cher, Madame Martichoux, et j'en suis parfaitement conscient. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le train de l'État forcément, puisque... Non, je termine. J'en suis tellement conscient que j'essaie de faire en sorte, contrairement à ce que peut donner le sentiment de cette photographie sur le Tokyo-Paris, de limiter au maximum les frais. Je vous en donne un exemple. Le voyage total de Nouvelle-Calédonie, qu'on ne mentionne pas, a coûté beaucoup plus cher que ces 350 000 €, mais a coûté nettement moins cher, 30% moins cher, que le voyage identique de mon prédécesseur en Nouvelle-Calédonie. Oui, pourquoi ? Parce que justement, on a utilisé 2 fois ces A340. Je comprends bien que vous l'expliquez par le train de l'État. Je ne voudrais pas non plus qu'on y passe trop de temps, parce qu'il y a beaucoup de c'est vous qui m'avez branché sur le sujet, Madame Martichoux. J'essaie de répondre complètement, parce que sinon, on va me soupçonner de vouloir cacher quelque chose. J'assume tout et j'explique. Mais tout à fait, mais très rapidement, pardon. D'abord, est-ce que vous le referiez ? Est-ce que vous referiez, ou est-ce que vous le feriez différemment la prochaine fois ? Dans toute la mesure du possible, je préfère... Est-ce que vous ne dites pas ce matin, j'ai fait une erreur, je ferai différemment la prochaine fois ? J'ai pris une décision, je l'assume. Le coût global du voyage était inférieur. Donc vous l'assumez, très bien. Absolument. Mais vous savez, Madame Martichoux, dans l'ensemble, j'assume ce que je fais. Absolument. Et je pense que c'est une règle saine. Les députés ont voté l'encadrement des frais de mandat conformément à la loi Confiance, qui était la première emblématique du quinquennat. Est-ce qu'il ne faudrait pas encadrer de la même façon les frais des ministres pour éviter ce type d'incompréhension sans doute ? Mais ils sont soumis à des règles. D'abord, détrompez-vous si vous imaginez qu'on fait ce qu'on veut. C'est soumis à des règles, c'est soumis à des contrôles, c'est soumis d'ailleurs
a un budget. Vous verrez que les budgets attribués à Matignon en 2018 n'augmentent pas par rapport à 2017, puisque j'ai choisi de m'appliquer à moi-même, si j'ose dire, la règle que je souhaite voir appliquée par l'ensemble, c'est-à-dire le zéro valeur en termes de progression. Donc les règles existent. La transparence doit être de mise. Encore une fois, j'assume ces décisions et je fais en sorte, pour ce qui me concerne, d'essayer de comprimer les coûts. Mais parfois, il y a des décisions à prendre et parfois, il faut les assumer. Sujet clos, provisoirement ou pas, on verra, Monsieur le Premier ministre. On va parler de ce coup de vis sur la politique migratoire qui met les associations, le défenseur des droits et bien d'autres vent debout, avec une disposition particulière, d'ailleurs, qui met le feu aux poudres. En 2 mots, vous autorisez par une circulaire du 12 décembre des fonctionnaires de la préfecture à aller vérifier la situation administrative des personnes qui sont là recueillies. Ces centres étaient finalement des sanctuaires. Ce ne sera plus le cas. Est-ce que face à la polémique, vous maintenez la disposition ou vous comptez l'enlever? Ce sera toujours le cas. Il ne s'agit pas de revenir sur ce qu'on appelle l'inconditionnalité de l'accueil, c'est-à-dire le fait que dans ces centres d'hébergement, on accueille indifféremment et inconditionnellement des Français SDF, des étrangers ayant demandé à bénéficier du droit d'asile, des étrangers qui parfois ont bénéficié du droit d'asile, comme vous le savez très bien, Madame Martichoux, ou des étrangers en situation irrégulière qui n'ont pas demandé le droit d'asile ou qui se sont vus déboutés du droit d'asile. Inconditionnalité de l'accueil. Je comprends parfaitement que les associations, que tous ceux qui s'engagent dans l'accueil parfois des migrants et parfois de ceux qui en ont le plus besoin soient attentifs à cette inconditionnalité de l'accueil. Notre objectif n'est pas de revenir sur l'inconditionnalité de l'accueil. Notre objectif, c'est de dire à l'intérieur de ces centres, il y a des gens qui peuvent bénéficier de dispositifs dont ils ne bénéficient pas encore. Je pense notamment à tous les demandeurs d'asile et peut-être plus encore à ceux qui se sont vus octroyer le droit d'asile. Et notre objectif, c'est pas d'aller faire le tri. Notre objectif, c'est pas d'aller débusquer telle ou telle catégorie. Notre objectif, c'est de faire en sorte que des fonctionnaires qui ne seront pas des forces de l'ordre, qui auront prévenu 24 heures avant leur arrivée dans le centre d'hébergement. Vous voyez bien, Madame Martichoux, que dès lors qu'on prévient 24 heures avant, il ne s'agit pas d'aller faire un tri et d'aller débusquer, puissent se porter sur place et identifier ceux qui peuvent bénéficier de droits, ceux qui peuvent bénéficier de procédures pour faire en sorte qu'elles soient plus efficaces. C'est de ça dont il s'agit. Le but, c'est cela, c'est d'instruire encore plus vite, si on peut dire, le cas des personnes potentiellement autorisées à séjourner en France. Mais il y aura quand même, sur le principe, au-dessus de ces personnes, hommes, femmes, enfants, qui avaient la certitude d'être à l'abri, une épée de Damoclès. De fait, vous me dites l'inconditionnalité sur le papier, elle ne sera pas remise en cause. Oui, mais elle pourrait être dévoyée, Monsieur le Premier ministre. Ces centres seront désacralisés. En tout cas, c'est un risque qui est pris. Est-ce que vous l'admettez? C'est un risque. J'entends les interrogations, j'entends les oppositions qui peuvent être formulées. Plus que ça, de l'émotion, une émotion forte, bien le sûr, droit d'asile et le devoir d'accueillir est dans la loi. Et vous me verrez toujours du côté de ceux qui croient et qui mettent en œuvre le droit d'asile. Moi, mon objectif, c'est d'expliquer ce que nous voulons faire. Et c'est de l'expliquer calmement, complètement, justement, pour pouvoir rassurer ceux qui, de bonne foi, s'inquiètent, et en ayant la certitude que je ne convaincrai pas ceux qui pensent que, par nature, après avoir fait preuve d'humanité au moment de l'accueil d'urgence, il faudrait, par nature, considérer que tout étranger en situation, y compris irrégulière, y compris après avoir fait une demande d'asile et s'être vu débouté de ce droit, aurait vocation à rester. Moi, mon objectif, il est simple. Il est de faire en sorte, et ce sera d'ailleurs l'objectif de la loi qui sera soumise au Parlement au début de l'année prochaine, il est de faire en sorte qu'on améliore très nettement, considérablement, la façon dont la France accueille les demandeurs d'asile et dont la façon dont la France traite ceux qui sont bénéficiaires du droit d'asile. En attendant, on ne voit que c'est vrai qu'un volet plutôt répressif. Quand les fonctionnaires, vous dites, et je veux expliquer, quand les fonctionnaires auront identifié dans ces centres un étranger susceptible d'être expulsé. Mais leur objectif n'est pas d'identifier. Ce sera le cas. Ce sera forcément le cas. C'est la vie. Notre objectif n'est pas d'identifier un étranger qui aurait vocation à être expulsé. Notre objectif sera d'identifier un étranger qui s'est vu octroyer le droit d'asile et qui n'a rien à faire dans un centre d'hébergement d'urgence, alors que vous savez parfaitement, et la situation aujourd'hui n'est pas acceptable, que beaucoup d'étrangers qui se sont vus octroyer le droit d'asile
logent encore dans des centres d'hébergement. Donc il faudra l'identifier justement pour être certain. Ça, c'est le volet positif, vous l'avez dit. Est-ce que le risque existe pour les personnes en situation irrégulière, n'ayant pas vocation à rester, de se faire expulser plus vite? On rappelle que les préfets ont reçu une consigne le 20 novembre. La réponse est non, puisque, encore une fois, ce ne sont pas des forces de l'ordre qui iront dans les centres, puisqu'elles auront été prévenues 24 heures avant. Non mais vous savez, Madame Martichoux, on peut parfaitement, sur ce sujet, se faire peur, avoir peur d'ailleurs. Encore une fois, je ne veux pas du tout méconnaître le fait qu'il y a énormément de gens qui s'expriment et qui s'expriment de bonne foi, mais se faire peur, ça peut arriver aussi. Nous, notre objectif, il n'est pas de faire le tri, il est d'être beaucoup plus efficace vis-à-vis d'étrangers ayant demandé l'asile ou l'ayant obtenu, qui ne sont pas bien traités dans notre pays. C'est ça mon objectif, et je n'en démordrai pas. Ce qui inquiète aussi, Monsieur le Premier ministre, c'est que ce que voient les associations, c'est qu'aujourd'hui la vie est rendue difficile aux migrants, avec des camps évacués, des tentes qui sont lacérées, des couvertures qui sont supprimées. Il y a plus d'expulsions, la consigne a été donnée, les préfets sont des agents de l'État, ils s'exécutent, et puis les migrants qui ont été enregistrés dans un pays européen à leur arrivée, et qui doivent y être envoyés, pourraient être enfermés. Il y a un texte qui a été voté la semaine dernière, je crois, à l'Assemblée nationale, qui va dans ce sens et qui a été porté par les constructifs soutenus par le gouvernement. C'est un peu complexe, mais mis bout à bout, avouez que la dimension humanitaire de votre politique migratoire ne saute pas aux yeux. Mais parce que je prétends que notre politique en matière de migration, elle est beaucoup plus vaste que ce que vous évoquez. D'abord, elle part dans les pays d'origine, avec un développement de l'aide publique au développement et avec des accords diplomatiques pour faciliter les retours de ceux qui ont vocation à rentrer chez eux. Elle passe par la Libye. Toutes les initiatives prises par le président de la République pour stabiliser la situation politique en Libye s'inscrivent évidemment aussi, pas seulement, mais aussi dans cette logique. Et sur le territoire national, une fois que les migrants sont arrivés, soit en arrivant directement, soit en passant par un pays européen, notre objectif c'est de traiter beaucoup plus dignement qu'aujourd'hui, je l'ai dit, les demandeurs d'asile et ceux qui se sont vus donner le droit d'asile, et de faire en sorte de continuer à donner des titres de séjour à ceux qui ont vocation à obtenir un titre de séjour. Ça arrive, ça continue à exister pour les étudiants, pour des gens qui viennent parfois travailler, pour des gens qui viennent retrouver leur famille, mais pour tous ceux qui n'ont pas de titre de séjour et qui ne s'en verront pas octroyer, d'être plus efficaces dans les reconduites à la frontière. Et je vais vous dire, Madame Martichoux, en disant ça, j'ai bien conscience que je ne réussirai pas à convaincre ceux qui, par principe, pensent qu'un étranger qui est sur notre territoire aurait vocation à rester. Il n'a pas vocation à rester, et il faut le reconduire. Il faut évidemment, dans l'accueil d'urgence, dans le soin, faire preuve d'humanité. Vous n'avez jamais entendu quiconque au sein de la majorité dire qu'il ne faudrait pas soigner ceux des étrangers, y compris en situation irrégulière, qui se trouvaient dans des situations d'urgence en matière de santé. En aucune façon on irait sur ce terrain-là. Mais une fois qu'on a fait cet accueil, une fois qu'on a fait ce soin d'urgence, les étrangers en situation irrégulière ont vocation à retourner chez eux ou dans le pays par lequel ils sont arrivés en Europe. C'est ce qu'on appelle les dublinés. Vous avez évoqué en un mot que c'était un sujet technique et compliqué. C'est vrai que c'est un sujet technique et compliqué parce que ces accords ont été conçus avant la grande vague migratoire que nous connaissons et ne sont pas adaptés à cette vague migratoire. Juste très vite, le projet de loi, vous avez dit au Parlement début de l'année, non, plutôt au printemps, non? C'est en Conseil des ministres, il arrive quand le projet de loi sur l'immigration? En février, c'est ça? Il arrivera au tout début de l'année en Conseil des ministres. En janvier, en février? Et il sera discuté au cours du premier semestre devant le Parlement et probablement avant le printemps. Il y a des bonnes nouvelles, Édouard Philippe, ce matin. François Langlais en parlait juste avant. La croissance pourrait atteindre 1,9% dès cette année. Les chefs d'entreprise ont repris confiance depuis un an, sans précédent depuis plusieurs années. C'est une satisfaction, évidemment. C'est dans la droite ligne de vos objectifs. C'est la politique économique qui produit ces effets? Écoutez, j'ai par nature d'être assez prudent. Et donc, permettez-moi de ne pas commenter des chiffres qui ne sont jamais que des prévisions. C'est de l'INSEE. Oui, j'ai beaucoup de respect pour l'INSEE. Ce sont des grands professionnels. Mais enfin, il arrive à l'INSEE. L'INSEE, comme souvent les économistes, arrive très bien à expliquer ce qui s'est passé. Pour ce qui va se passer, c'est souvent plus compliqué,
parce que c'est évidemment très difficile. Donc j'entends et je me réjouis que les prévisions soient bonnes, mais je ne vais pas commenter des choses qui ne sont pas encore arrivées. Pourquoi cette prudence? Parce que c'est dans ma nature, aussi... Madame Martichoux. C'est peut-être parce que je suis normand. Et c'est peut-être aussi parce qu'en dépit d'un âge qui est encore relativement jeune dans ce milieu, j'ai un tout petit peu d'expérience et je sais que se réjouir de choses qui ne sont pas encore arrivées n'est jamais très sain. Est-ce que c'est aussi parce que le chômage ne baissera pas, dit-on, l'INSEE aussi, dans les mêmes proportions? Écoutez, permettez-moi... les bonnes nouvelles? Permettez-moi d'être cohérent et de ne pas commenter quelque chose qui n'est pas arrivé. Ça, c'est pas banal. Et il y a une surprise. Alors, il y a une surprise, c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne faut pas trop se réjouir, parce qu'il y a la hausse des prélèvements, impôts et taxes sur les ménages qui vont augmenter de 4,5 milliards l'an prochain. Franchement, on ne l'avait pas vu venir, vous ne nous l'aviez pas dit. Non, mais l'étude de l'INSEE que j'ai vue aussi, là vous aurez remarqué qu'on parle non plus en pourcentage, mais qu'on parle en volume. C'est l'effet volume. Je dis ça devant Monsieur Langlais, qui voit très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand vous avez une augmentation sur un certain nombre d'impôts, je pense par exemple au tabac, et que vous n'intégrez pas l'éventuelle diminution de la consommation qu'elle est censée induire, vous avez un produit de la fiscalité, c'est comme ça que l'INSEE a travaillé, qui est évidemment bien supérieur. Vous dites aux Français, si vous voulez pas voir vos prélèvements augmenter, arrêtez de fumer. Madame Martichoux, vous êtes une femme remarquablement intelligente, et en général j'essaie d'être précis, vous savez très bien que c'est pas ce que j'ai dit. Cherchez pas la petite phrase. Vous avez dit que les 4,5 milliards ne tenaient pas compte des effets de comportement. J'ai dit que dans le travail de l'INSEE, il y avait l'application d'une fiscalité nouvelle à un volume et à une consommation inchangée. Nous avons fait la hausse des du CSG, hypothèses. ça ne changera pas. Absolument. Il y a la hausse du CSG, la hausse. Nous avons fait des hypothèses qui étaient plus conservatrices, y compris d'ailleurs en matière de croissance, Madame Martichoux. C'est bien la première fois. En général, les gouvernements sont accusés, à juste titre, de faire des hypothèses de croissance qui sont plus optimistes que ce qui se passe réellement. Nous avons choisi d'être extrêmement prudents, là encore, parce que je préfère avoir à gérer des bonnes surprises que des mauvaises. En termes de gestion, il y a un dossier lourd, c'est la préparation de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, opération à risque. La préparation est en cours, vous êtes déjà, tous les services de l'État sont déjà prépositionnés? On nous a rendu le rapport, donc vous savez que j'avais demandé qu'il soit produit pour nous éclairer sur les alternatives envisageables au projet de Notre-Dame-des-Landes, pas pour remettre par nature en cause le projet tel qu'il a été pensé, ça fait longtemps qu'il a été pensé d'ailleurs, mais pour voir s'il y avait d'autres alternatives qui n'auraient pas été étudiées. Et le rapport que les trois personnalités que j'avais chargées d'étudier ce dossier est un rapport intéressant parce que justement il ouvre au moins une alternative, une option. Donc la décision n'est pas encore prise. J'ai indiqué qu'avant de la prendre d'ici la fin du mois de janvier et de l'assumer dans les mêmes conditions de clarté que les décisions que je prends, j'aurais besoin d'avoir quelques contacts notamment avec les élus locaux. Je le ferai dans le courant du mois de janvier, début du mois de janvier, et ensuite une décision sera prise. Les deux décisions qui sont devant nous sont deux décisions difficiles, parce qu'elles ont toutes les deux des inconvénients. Donc je ne m'attends pas à ce que ce soit une décision simple, je le sais, et je l'assumerai. Et après quoi, il est assez naturel que l'ensemble des services de l'État se préparent à toutes les hypothèses, c'est-à-dire aux deux décisions que je suis susceptible de prendre. Édouard Philippe, les sondages sont bons pour le président. Pour vous, ils sont même peut-être parfois meilleurs que pour le président. C'est ma dernière question. Mais vous savez, ça rendait fou certains chefs de l'État de voir leur Premier ministre plus populaire que... Ça ne trouble pas la bonne entente de votre couple? D'aucune façon, on parle assez peu des sondages, Emmanuel Macron et moi. Non, c'est vrai? Même pour vous en réjouir, même quand ils sont bons?